voyez, ça, c'est une preuve de développement personnel. Quelqu'un qui est élevé au niveau du développement personnel, il donne toujours une seconde chance à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une capacité de pardon, une capacité d'excuse. Je trouve ça juste extraordinaire. Je suis très heureux d'être là. D'abord parce que j'habite à côté, c'est plutôt facile de venir. Donc, vous êtes un petit peu dans mon jardin, donc ça c'est bien. La deuxième, parce que j'ai eu tellement de retours positifs, sympathiques depuis la conférence l'année dernière, que c'était déjà pas une punition d'être là l'année dernière, c'est encore moins une punition aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Ensuite, parce que je suis toujours touché. Alors, touché et secoué par les retours de personnes qui me disent bah, on a vu ton programme, on a lu tes magazines, ça a changé ma vie. Je trouve ça toujours génial. Donc, je suis plein de gratitude d'être ici, je suis très heureux. Puis en même temps, il y a une très grosse pression. Parce que, bon, même si j'ai donné une prestation moyenne l'année dernière, j'avais le sentiment d'être au taquet. Voilà, je me suis dit, c'était déjà pas mal quand même pour un jeune débutant conférencier, c'était pas mal. Et puis là, on me dit, bah, David, tu sais, ta conférence, elle est déjà sur l'e-learning de Zéro Limite. Donc tout le monde a vu ce que tu as dit l'année dernière. Tu peux pas redire la même chose cette année. Il me dit ça il y a 48 heures. Ok. Attention, David. Ok. Je peux répliquer présentement, mais je ne le ferai pas parce que je t'aime. Donc je me suis dit, David, adapte-toi. Apparemment, il faut que je vous parle du coaching. Alors, c'est toujours très sympathique de parler de ce métier, mais en même temps, c'est hyper frustrant parce que le coaching, c'est un métier qui est tellement vaste, avec des périphéries qui sont tellement larges, que dès que tu veux aborder quelque chose, ça peut prendre à chaque fois 1h30 sur un concept. Alors, je me dis comment je vais aborder la chose. D'abord, ce que je vais vous expliquer, c'est une distinction que je remarque assez souvent. Je voudrais vous expliquer ce que j'observe des choses d'une réflexion que j'ai menée depuis le début de mon parcours dans ce métier. Et après, et parce que Martin me l'a demandé, je vous donnerai des stratégies que vous pourriez utiliser, alors, ou en tant que coach, si vous êtes coach, ou en tant que professionnel voulant se développer personnellement ou professionnellement, parce que j'imagine que dans cette salle, il y a des infopreneurs, il y a des conférenciers en puissance, il y a des coachs, il y a des consultants, il y a des formateurs. Et j'aimerais bien que mon discours ne s'adresse pas exclusivement à une part de la population, mais que vous puissiez repartir ici avec un modèle, une façon différente d'entrevoir les choses, d'organiser, de structurer votre quotidien pour vous permettre assurément de passer à un niveau supérieur. Parce qu'en fait, en vérité, mon métier, c'est rien d'autre que ça. M'assurer que la personne qui est en face de moi puisse optimiser son plein potentiel. Vous savez ce qui est intéressant? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sûr qu'il y en a encore dans la salle, vraiment. D'abord, je suis psychologue et psychosociologue de formation. Psychologue clinicien, ça m'a permis de comprendre le monde de la pensée, le monde des idées, comment ça s'organisait, comment ça se structurait. C'était intéressant, mais j'ai toujours trouvé ce monde incroyablement négatif. Et alors, je ne veux pas taper sur les psychologues parce qu'il y a vraiment des gens exceptionnels. Puis je pense qu'après, il y a tout la part de ta personnalité, ton propre développement, ton engagement en tant que thérapeute qui fait la différence. Mais moi, ça ne m'excitait pas du tout. D'abord, j'étais rentré pour faire psychologie, j'étais rentré pour accompagner les sportifs de haut niveau. Et puis, j'étais aussi rentré, pour vous dire vrai, parce que j'avais moi-même des choses à comprendre sur moi et j'avais considéré que psychologie, c'était un super prétexte. Ça faisait mieux de dire, je fais des études de psychologue, plutôt que de dire, les gars, j'ai un tel passif qu'il faut que je fasse un gros travail sur moi, je vous en supplie, laissez-moi tranquille pendant 5 ans. Voilà. Ça faisait beaucoup plus classe. Mais ce qui était plutôt rassurant, c'est que toutes les personnes qui étaient avec moi en psychologie avaient exactement la même mode de réflexion. Voilà, donc je me suis dit, bon. Ce qui m'a amené à penser quand même que peut-être la meilleure personne à consulter quand on veut aller bien, c'est peut-être pas un psychologue. Voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, cette histoire de psychosociologie, ça m'intéressait aussi beaucoup parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer le coaching dans l'univers sportif. À l'époque, je faisais partie de l'équipe de France de karaté, quand il y a un Belge qui a débarqué avec l'accent belge. Alors il était bizarre parce qu'il avait une bedaine de belge. On sent la bedaine bien remplie de bière. Belge la bière, naturellement. Et il a dit, vous allez voir, je vais améliorer vos performances sportives. Nous, on était en kimono, bien échauffés. Lui, il débarque en costume, cravate, avec une cravate rouge.
Il était en chaussettes sur le tatami. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ce qu'il a dit, ça a percuté pour moi et j'ai amélioré mes résultats. Puis même au niveau de l'équipe de France, on avait amélioré sensiblement nos résultats, à tel point que j'ai appelé cet homme, j'ai dit, j'aimerais bien faire ce que tu fais, c'est quoi le parcours, le cheminement et tout ça. Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Et à peu près 1 ou 2 semaines plus tard, il m'appelle, il fait, tu sais qu'il y a un accord entre la France et la Belgique. Et que si tu es étudiant en Belgique pour plus de 5 ans, tu peux avoir une bourse d'études. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi intégrer l'équipe nationale de Belgique. C'était génial. J'avais envie de voir le monde. Paris, Belgique, bon, je sais, c'est pas sexy, c'est pas Montréal, mais quand t'es parisien, que t'as connu que ça, dès que tu sors du périphérique, t'as le sentiment d'être à l'étranger. Donc je suis parti là-bas et c'était sympa. Et c'est pour ça que finalement, comme j'étais boursier et que ça se passait plutôt bien au niveau, au niveau universitaire et au niveau de mon développement, je me suis dit, je vais rester, mais la psychosociologie, ça m'a terriblement attiré. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, cette psychologie qu'on s'appliquait à nous-mêmes, elle pouvait se déployer à un niveau collectif. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que le modèle qu'on va voir ensemble tout à l'heure est un modèle qui n'est pas simplement un modèle que l'on peut utiliser à un niveau personnel, mais qui est un modèle qu'on peut utiliser au niveau collectif. Qui est un modèle que j'utilise avec les sportifs de haut niveau ou les entreprises avec lesquelles je travaille. Qui est un modèle qu'on peut utiliser ou au niveau individuel ou au niveau collectif. En fait, le coaching, c'est quoi? On vit dans un monde, le vôtre, le mien, où tous les environnements, toutes nos organisations, toutes nos structures, on nous demande de faire plus, plus vite, mieux et moins cher. Vrai ou pas? Levez la main ceux qui pensent que c'est vrai. Cool. Et il n'y a pas une structure, il n'y a pas un business dans lequel vous allez vous implanter, on ne vous dira pas, on peut avoir plus de produits, ça peut coûter moins cher, vous pouvez réduire les délais, s'il vous plaît. Et ça a mis en place une pression énorme. Et en fait, ce que je remarque, c'est que nous vivons dans un monde à géométrie variable. La dernière fois, je lisais à ma petite nièce Gulliver, vous savez, ce héros de Swift. Gulliver, il n'a pas de bol. Il est jamais au bon endroit au bon moment. Il est trop grand chez les Lilliputiens, il est trop petit chez les géants. Tu as un sentiment que le gars, il a toujours un problème d'adaptation. Mais en fait, quand je lisais ce bouquin, je disais, mais cet effet Gulliver, on le vit tous. On vit tous dans un monde qui bouge à toute allure et on a tellement de mal à s'adapter. Les vérités qui sont vraies aujourd'hui ne seront plus vraies demain. Vous savez, je n'enseigne plus le coaching aujourd'hui comme je l'enseignais il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'avec toute cette recherche en neurosciences à laquelle j'ai participé, c'est des grandes découvertes, j'ai appris qu'il y a des choses qu'on essayait de traiter psychologiquement et que ça servait à rien. Et je vais vous donner un exemple concret. Cette année, j'ai vu une montée en puissance d'une demande de ma clientèle professionnelle autour d'un thème, la crise d'angoisse. Pas un truc de dingue, ça. Les gars te disent, j'ai des crises d'angoisse. Donc, tu arrives un petit peu comme une sorte de coach pompier, tu vois. Le gars, il est en plein burn-out, il va exploser, il y a des responsabilités derrière, il y a un investissement financier pour la boîte qui est énorme. Et toi, tu arrives et tu dis, les gars, là, je t'attends, David, il faut que tu le sauves. On n'est même plus dans du coaching d'accompagnement, développement. On est dans du coaching où si tu ne fais pas ce qu'il faut, la personne, elle perd son job, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir derrière. Donc, croyez-moi, ça met une pression 10 fois plus importante que celle qu'on peut avoir quand on prend la parole en public, devant un public aussi sympathique que le vôtre. En attendant, les neurosciences ont apporté un véritable regard nouveau. C'est-à-dire que, depuis des années, on traitait par exemple la crise d'angoisse à travers un prisme qui était un prisme psychologique. C'est-à-dire que le réflexe d'un psychologue ou même d'un coach traditionnel, ça va être d'aller voir la personne puis dire « Raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là ?» On va décortiquer les étapes. Mais vous savez quoi? Dans 80% des cas, j'aurai toujours en face de moi des personnes qui ont un problème, qui peut être un problème majeur, comme vous et moi, on peut en rencontrer tous les jours dans notre vie. Mais à ce point que tu crées une crise d'angoisse et que tu as un tel ressenti qui est lié à ton cerveau reptilien, une telle peur que tu penses réellement que tu vas crever. Bon, je veux bien comprendre, tu as perdu ta mère, ensuite tu as eu des difficultés relationnelles, mais tu souffres, ok. Mais est-ce que ça justifie ça?
Le problème, c'est que si vous avez un prisme exclusivement ouvert sur « c'est normal, ce qui a généré ça, c'est des idées », la façon dont la personne entrevoit sa vie, tu vas gratter, tu vas poser des questions. Vous savez, le principe de base de la question, c'est que vous avez toujours une réponse. Si je vous dis par exemple, quel est le ressenti que vous avez dans votre pied gauche, vous pouvez trouver ma question complètement stupide, mais en attendant, vous êtes allé chercher l'information. C'est-à-dire qu'une question, on ne l'arrête pas. Mes amis canadiens, ils disent un truc très sympa, ils disent « et une question, elle est névralgique ». C'est-à-dire qu'une bonne question, là, c'est de prendre la tête, cloche pas. Tabernacle, ça tourne en boucle là-dedans, dans la pouce-pissette, c'est pas possible. Ouais, c'est ta faute, il fallait que je le fasse. Et puis, à un moment donné, je me suis rapproché d'un type qui s'appelle le professeur Braverman, qui était à l'époque le prof de neurobiologie d'Harvard. Et le gars, il dit, les gars, vous devriez arrêter de considérer ce qui est psychologique comme psychologique. Vous devriez peut-être considérer que l'approche, elle est aussi biologique. Vous savez, dans le cerveau, on a à peu près 70 neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs ont comme capacité de pouvoir transmettre l'information et de s'assurer que l'information est transmise dans nos différents systèmes neuronaux. Mais il y en a 4 qui sont essentiels. 4 qui composent le gros de notre personnalité. Vous l'avez bien entendu, le gros de notre personnalité. Et si tout à l'heure Martin disait, il existe des techniques sur les profils de personnalité, vous devriez vous renseigner de ça. Parce que quand vous comprenez la personnalité différente qui est en face de vous, il y a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande, il a complètement raison. Mais vous devriez comprendre aussi que notre personnalité, elle est liée à notre environnement biochimique. GABA, acétylcholine, sérotonine et dopamine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque personne a un profil, son profil correspond à un neurotransmetteur particulier. Et que si vous êtes en carence déjà dans ce neurotransmetteur principal, ça va avoir des conséquences en chaîne qui vont pouvoir justifier un tas de choses. L'obésité, les troubles de comportement, l'humeur, l'angoisse. Si vous avez une carence en acétylcholine, par exemple, vous allez avoir du mal à vous concentrer. Vous allez avoir du mal à soutenir votre attention. Et à un moment donné, vous direz, vous savez, j'ai le sentiment de perdre la mémoire. Peut-être est-ce que je vieillis. J'arrive plus à me concentrer. Il faut que je relise plusieurs fois les mêmes choses pour obtenir la même information que jadis j'aurais enregistrée en 1 seconde. Tu as une carence en acétylcholine. Sauf que si la personne qui est en face de toi n'est pas consciente de ça, si elle n'est pas équipée dans cette matière, elle te dira « Ok, vous avez des troubles de l'apprentissage, on va voir comment apprendre mieux. » Ce qui ne servira jamais à rien, parce que tu ne réussiras pas. Et c'est là où c'est grave. C'est que, pensant que je me fais accompagner par un professionnel, comme je me dis « Tiens, j'ai fait appel à un professionnel de l'apprentissage, je vais quand même aller mieux. » Mais ça ne peut pas aller mieux parce que ta structure, elle n'est pas équipée. C'est comme si tu veux conduire un moteur et qu'il n'y a pas d'huile dedans. Ça ne démarre pas. C'est pas possible, le moteur, il est serré, d'entrée. Et vous savez ce qui va se passer au final? Vous allez développer une croyance, fruit d'une conclusion personnelle, que finalement vous êtes nul. C'est-à-dire que le problème, ce ne sera même pas un problème à terme d'apprentissage, c'est juste un problème que je ne suis pas quelqu'un de bien parce que j'arrive plus à rien. On en arrive là parce que la personne qui est en face de nous n'a pas la compétence suffisante et élargie. Et Martin et les intervenants hier sont intervenus à plusieurs reprises et vous ont dit « Dans votre domaine, vous devez être bon ». Vous savez, il y a 10 ans, quand je donnais des conférences, et je disais « Vous devez viser l'excellence ». C'était le maître mot à l'époque. Il y avait le mot « excellence » partout. Manager par l'excellence, le prix de l'excellence. L'excellence, ça ne suffit plus, les enfants. Je vous le dis, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut être exceptionnel. Parce que vous et moi, on attend un service exceptionnel. Vous savez combien ça peut me faire de la peine quand je pose la question à Martin, et je vais me permettre de balancer Martin, mais quand je dis « T'es à Paris, tu prends le temps de visiter, tu aimes Paris ?» Il fait « C'est une super ville, mais les gens, j'ai du mal. Il n'y a pas cet esprit de service, cette qualité de service. » C'est quand même incroyable de dire qu'on est dans la cité la plus belle du monde et les personnes qui viennent de l'étranger, qui sont prêtes à dépenser des millions de dollars chez nous, vont se retenir de le faire simplement parce qu'on a en face des gens avec une personnalité qui n'est pas géniale. Et c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, à travers vos business, à travers votre personnalité, vous devez penser,
est-ce que mon mode de fonctionnement est exceptionnel? Est-ce que la relation que j'ai avec les gens, elle est exceptionnelle? Est-ce que je fais tout pour être un tout petit peu plus exceptionnel chaque jour? Parce que c'est ça la vérité. Je suis pourri d'imperfection. Et si ma femme était là, je pense qu'elle pourrait vous le dire encore plus. Okay? Sûrement mes enfants aussi. Mais il y a une chose que j'ai et qui est chevillée au corps, c'est j'essaye tous les jours de m'améliorer un peu. That's all. Okay? Parce que, je vais vous dire une chose, j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands, des champions du monde olympique, des stars internationales, dans le show business, dans le cinéma, des gens que vous et moi, quand on est plus jeune, on rêve d'avoir comme clients. Puis quand tu les as, tu te dis, finalement, ces gens qui sont extraordinaires sont vachement ordinaires, dans leurs propos, dans leur mode de fonctionnement, dans leurs difficultés. Et puis un jour, tu rencontres des gens ordinaires, et là, tu dis, ces gens ordinaires sont vachement extraordinaires. Maintenant, je vous le dis, aujourd'hui, juste pour rester ordinaire, il faut avoir des modes de fonctionnement extraordinaires. On vit dans cette société-là. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on est tous en compétition. Alors, je ne dis pas ça pour vous stimuler ou pour foutre une ambiance pourrie, vous direz des fantastiques, des hola. Et c'est le bon endroit pour le faire, c'est super. Mais ce qui est génial derrière tout ça, c'est que vous compreniez que dans votre business, vous êtes des compétiteurs. Et si vous pensez le contraire, vous ressemblez à Bambi au pays de Godzilla, je vous le dis. Vous allez vous promener, vous allez te faire croquer. C'est comme ça, c'est du business. Dans le business, tu dois être affûté. Ta réflexion, c'était qu'est-ce que je fais pour avoir 10 ans d'avance sur mes concurrents? Comment je fais pour avoir un coup d'avance? Et je vais dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir, et je pense que si Olivier Roland était là, ça lui ferait encore moins plaisir. Je ne supporte plus cette espèce d'investigation Internet qui sous-tend le fait que je reçoive tous les jours des lancements orchestrés de 20 000 personnes. Les gars, on est aussi peu créatifs qu'il faut toujours qu'on fasse la même chose. Inspirez-vous de ces pratiques parce qu'elles sont bonnes, mais trouvez des moyens différents. Et on en parlera tout à l'heure de faire les choses. Et c'est grâce à ça que vous serez exceptionnel. Il y a un magazine ici qui s'appelle Potentiel Magazine. C'est un rêve de gosse. Mon rêve à moi de gosse, c'était de dire, je regardais Psychologie Magazine, à l'époque il y avait le journal des psychologues qui était pas mal, et je dis, j'aimerais bien avoir un magazine de développement personnel, je trouve ça sympa. Et un jour, mon épouse, dans son excellence traditionnelle, me dit, fais-le. Non mais attends, j'ai déjà l'institut, j'ai déjà les trucs, mes clients, les enfants, fais-le, puis on verra. Et au départ, j'essayais de composer avec des personnes, et je me rendais compte que ce qui ressortait, au final, je passais tellement de temps à reprendre, à corriger, que ça ne fonctionnait pas très bien. Et vous savez, l'année dernière, quand je suis venu ici, donner ma conférence, le matin, Martin, il a dit quelque chose que j'ai juste trouvé exceptionnel, parce qu'on ne pouvait pas le reformuler aussi bien. Il a dit, dans votre vie, au quotidien, posez tous les jours une action inspirante et imparfaite. Vous vous rappelez de ceux qui étaient là l'année dernière, on dit? Tous les jours, vous posez une action inspirante et imparfaite. C'est tellement ça. Alors, j'ai posé une action inspirante et imparfaite et je me suis dit, je vais le faire, ce magazine. J'ai un réseau, ça fait quelques années que je suis dans le développement personnel, je connais pas mal de monde, on va organiser, on va structurer, on va créer ce magazine. Donc, j'ai appelé des potes, écoute, tu as une bonne écriture, tu as ton blog qui est pas mal, j'ai besoin d'articles, est-ce que tu acceptes? David, tu prends ce que tu veux, tu y vas, je fais confiance. Et j'ai créé ce magazine, et puis au départ, je travaillais avec un infographiste, et franchement, entre ce qu'il faisait et ce que j'étais capable de faire avec Page sur Mac, il n'y avait pas trop de différence. Donc j'ai fait au moins Page sur Mac, je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, au rythme que je voulais. Et au départ, il y a eu 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000. Et il y a un moment donné, ma ligne de conduite, c'était quoi? C'était de dire, je ne veux pas que ce soit des journalistes qui écrivent, je veux que ce soit des professionnels qui écrivent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant, David, si tu peux me permettre, il y a des fautes d'orthographe dans ton magazine. Ouais, je sais. Et tu sais quoi? Je ne les ai pas vus. Parce que moi, j'ai fait psychologie, je n'ai fait pas ordre littéraire. En revanche, si tu ne t'intéresses pas à ce mode de fonctionnement-là, tu pourras passer à un autre mode de fonctionnement qui est
qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cet article? Vous savez, nous tous là, on vit quelque chose qui s'appelle le syndrome des chevals, en permanence. On est tout le temps en connexion avec ce syndrome. Alors, je sais. On dit des chevaux. Mais laissez-moi vous expliquer la différence entre ça et ça. Je me promène avec ma fille, on est dans les alpages, en Haute-Savoie, et ma fille me regarde, la petite blondinette avec ses yeux marrons, et me dit « Oh, papa, tu as vu comme ils sont beaux ces chevals ?» Et le démarrage d'un coaching positif ou négatif de mon enfant. Il y a une première école, pas vous, hein, naturellement. Dehors. Ils vont dire « Ma chérie, on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux. » Il y a une deuxième école. Oui, t'as raison, ils sont beaux ces chevals. Là, tu dis, à mon avis, peut-être que le père est plus illettré que l'enfant. Et puis, il y a l'excellence. Il y a vous, la classe, la très grande classe. T'as raison, mon cœur, ils sont très, très beaux. Et c'est tout. Et là, je sens l'angoisse dans vos yeux. C'est quand qu'on lui dit qu'elle s'est trompée. Mais j'ai le temps pour faire grandir ma fille, j'ai tout le temps. Et un jour, on déménage, on va en Normandie, puis à côté, il y a des chevaux, parce que si avec les vaches, c'est pas évident pour l'histoire. Mais avec les chevaux, ça passe. Et je dis, t'as vu ma chérie, comme ils sont beaux, ces chevaux? Et là, ma fille, elle percute. Elle dit, mon père est exceptionnel. Bon, elle a raison, sur ça, elle a raison. S'il veut que je devienne coach formé à l'Académie Zéro Limite, je deviendrai coach formé à l'Académie Zéro Limite, le top of the world. Vous savez ce qu'il dit l'autre, l'enfant, à qui on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux, il fait... Mon père, c'est un crétin. Je lui parle émotion, il me parle orthographe, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Le nombre de personnes que je croise au quotidien, parfois il y a des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, des dirigeants qui me disent « Bon, monsieur Lefrançois, l'histoire de management participatif, c'est un peu une connerie, parce qu'ils participent pas. » Je vais voir comment ça se passe à une de vos réunions. Et t'as le mec qui est à la réunion qui a un ticket. Dès que le mec il dit quelque chose, c'est Bob. On dit pas des chevals, on dit des chevaux, Bob. Et Bob, un jour, il parle plus. Il parle plus. Parce qu'il y en a marre d'avoir des personnes qui ne finissent pas d'avoir raison. Tout à l'heure, tu parlais de communication. Vous devez être des experts de la communication interne et externe. C'est ça, être un super coach. Est-ce qu'on se pose la communication de d'où ça vient communication? Comme, qui veut dire avec, et niquer. Alors, certains d'entre vous auront une représentation mentale un peu grivoise de ce mot, qui va suggérer une position plutôt horizontale, avec des effluves et des échanges baveux. Non. Nike, la chaussure de sport. C'est niquer en fait. En fait, c'est Nike. Comme ça veut dire avec et Nike, Nike, c'était la déesse de la victoire. Communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire célébrer une victoire commune. Bon, quand tu comprends ça et quand tu intègres communiquer dans ce sens, tu te dis finalement, est-ce que je communique? Non. Parfois, mais je communique pas. Et c'est ça une relation finalement. Regardez autour de nous, on parle de relation. Le coaching, c'est quoi? Je vais établir avec toi une relation qui est une relation hyper gagnante, dans laquelle je vais m'assurer que tu puisses développer ton plein potentiel. Vous savez ce que ça veut dire quand je développe mon plein potentiel? Ça veut dire j'existe. Exister. Ex à l'extérieur, ester, être. Exister, mes seigneurs, ce n'est rien d'autre qu'être à l'extérieur. Et on a une force vive en nous qui est juste phénoménale, qui repose là-dessus. On a tous envie, tous, sans aucune exception, envie de grandir. Vous savez, quand j'ai travaillé sur la philosophie des religions comparées, j'avais remarqué une chose, c'est que tu peux aller dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel système religieux ou philosophique, on a tous des recherches qui sont des recherches équivalentes. On veut tous vivre le bonheur. On veut tous être heureux et on veut tous se vivre dans la version la plus grandiose de qui on aimerait être en vérité. Le seul problème, c'est la stratégie.
Vous savez, le mec qui se fait un rail de cocaïne, quand il se fait son shoot, il a le sentiment qu'il va être heureux. Hein. Pour lui, dans sa tête, ça le rapproche du bonheur, à court terme en tout cas. Mais on fait tous des choses qui nous rapprochent du bonheur à court terme et qui nous éloignent du bonheur à long terme. Exister. Ensuite, quand vous regardez aussi l'être humain dans son fondement, quand je parle d'énergie, les Américains, ils parlent de flow. Ce flow, le flow. Génial. Vous allez du côté des hindous, ils vont dire, il y a le prana. Le prana, c'est ton énergie fondamentale. Vous allez chez les Chinois, ils vont vous parler du chi. Vous allez chez les Japonais, ils vous diront, c'est le ki. Si vous regardez dans notre tradition occidentale, on parlait d'éther. On parlait même du corps éthérique. Tout ça, ce sont des mots, juste des mots différents pour appeler un même concept qu'on appelle l'âme. Et de ce mot va développer plein de concepts. Donc on va considérer que votre âme a un seul dessein, s'exprimer et exister. Sauf qu'il va y avoir différentes couches qui l'empêchent d'exister. Il va y avoir une première couche qui est une couche de l'intellect. Mes pensées, mes émotions, la façon dont j'entrevois le monde. La façon dont mon moi est potentiellement acquis à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Il y a une deuxième couche, ça va être le corps. Après, il faut que ça puisse s'incarner dans le concret, dans le réel. Il y a une troisième couche, qui est le vécu. Le vécu, c'est le rapport que j'ai à la matérialité. C'est le rapport que j'ai avec le monde. La façon dont les choses se passent vraiment. D'accord ? En fait, vous allez vous rendre compte que coacher une personne, c'est l'amener à ce que cette énergie profonde se réalise. Quand cette énergie traverse le corps psychique, ça s'appelle quoi ? La volonté. Quand j'ai la volonté de faire quelque chose, c'est quand mon énergie se mentalise et quand je la structure dans ma tête et que j'en ai envie. Vous avez tous eu une envie de faire quelque chose et vous l'avez dans la tête. Vrai ou pas ? Ok. Et puis à un moment donné, vous allez passer du monde des idées à celui des... Bon allez, il faut que je me mette en mouvement. Là, vous rentrez dans la matérialité du corps. Ça s'appelle la motivation. Je viens de passer de la volonté à la motivation. C'est-à-dire que j'ai eu un projet, j'ai eu une idée, être infopreneur, coach, tout ce que vous voulez. De cette idée, je me dis, bon allez, ça y est, maintenant il faut que je fasse concrètement quelque chose. Et après, il va falloir que je mette un pied dans le vécu, dans le réel. Et c'est là que vous allez rencontrer quelque chose qui s'appelle l'adversité. Parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Martin ce matin, quand il rappelle que réussir, c'est pas simplement penser qu'avec des idées, une bonne énergie, beaucoup d'amour, c'est des ingrédients géniaux, hein, mais il faut bosser. Voilà, il faut bosser. Moi, j'ai personnellement rencontré des personnes qui avaient eu de très 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 grandes réussites. Alors, il y a deux possibilités. Les grandes réussites financières, elles sont de deux possibilités. Un, tu as hérité, et la plupart du temps, ceux qui ont hérité claquent le fric qu'ils ont reçu, avec plus ou moins d'intelligence. Ou alors, tu as eu un concept, des idées, et tu as vraiment bossé autour. Mais ce concept et cette idée étaient tellement génial que tu allais jusqu'au bout. Et vous savez, si dans le psychique, ça s'incarne par la volonté, si dans le corps, ça s'incarne par la motivation, dans le vécu, ça s'incarne par quelque chose qu'on appellera la détermination. Et aujourd'hui, sans détermination, vous n'irez jamais jusqu'au bout de vos projets. J'aime les Américains. Je les trouve super pragmatiques. Alors, je les aime, j'ai pas envie de devenir américain, mais je les aime. Voilà. Mais il y a une chose que je sais, c'est que eux, vis-à-vis des objectifs, sont super pragmatiques. Fixe-toi un objectif super ambitieux, parce que c'est ce qui va te faire donner l'envie d'aller jusqu'au bout. Identifie le prix à payer, parce que je vous le dis, dans toute réalisation, il y a un prix à payer. Et si vous n'acceptez pas cette idée, et si vous n'êtes pas au clair et en conscience avec cette idée, le jour où vous allez avoir les premières grosses difficultés, vous abandonnerez. D'accord ? Il y a un prix à payer en tout. Une fois que vous avez accepté de payer le prix,
agissez massivement. C'est la règle de la réussite. C'est la règle de la réussite. Mais vous devrez passer obligatoirement par ces différentes strates pour réussir. Coacher quelqu'un, c'est l'amener à passer d'une envie profonde à la volonté, de cette volonté à la motivation et de la motivation à l'ultime détermination d'aller jusqu'au bout des choses. Coacher, c'est changer. Vous n'aurez pas de grande réalisation sans changement. En vérité, depuis que vous êtes ici, depuis quoi, 48 heures? Combien de fois vous êtes-vous posé la question, il faut que je change ça chez moi? Il faut que je change ça chez moi. Je sais, change ça chez moi, c'est pas facile. Je te remercie de me faire répéter 2 fois. On se verra après à la pause. Donc, comme il faut que je change ça chez moi, hey! Merci. Il va falloir que je mette en place des stratégies de changement. Tiens, regarde, par exemple, tu as les bras croisés. Je vais vous demander tous de croiser tous vos bras. Allez, c'est parti, on y va, on croise les bras. Changez de sens. Mais là, c'est bizarre que je pense que j'ai la polio. Mais parce qu'on a tous des habitudes. Dès qu'on est dans notre zone de confort, c'est fastoche. Hein. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir et dit « change juste ça », quelque chose d'aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois mettre en place des nouvelles connexions neuronales. Et tant que tu ne l'as pas fait, c'est pas facile. J'ai une bonne nouvelle pour ça. Très très bonne nouvelle. Toutes les recherches en neurosciences sur l'apprentissage montrent une chose. Que si tu t'attardes à travailler consciemment sur quelque chose pendant au moins 20 heures, après ces 20 heures, par rapport à cette chose, le lien que tu vas avoir avec ton apprentissage rentre dans ta zone de confort. C'est-à-dire que quel que soit l'apprentissage que vous voulez développer chez vous, vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous voulez apprendre à faire des blogs, vous voulez apprendre à devenir coach, vous voulez apprendre à une nouvelle façon de s'alimenter, de faire du sport, considérez que ça va être complexe les 20 premières heures seulement. Après, votre cerveau s'adapte, parce que ça fait partie de notre mode de fonctionnement. L'être humain s'adapte, c'est comme ça. Vous savez, dans mes études, j'ai fait 2 mémoires de psychologie qui ont vraiment marqué ma vie. Le premier, c'était sur les jumeaux. Alors, pourquoi j'ai écrit sur les jumeaux? Parce que j'ai un frère jumeau. Hein, vous savez maintenant, certains savent dans cette pièce qu'on était tous les deux en culotte tyrolienne à Rouen et que ça a été à la base d'une transformation personnelle et personnelle. Alors, quand je fais mon mémoire de psychologie, je me dis, je vais le faire sur les jumeaux. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce mémoire. J'ai été d'une fierté le jour où je suis venu le présenter. Et je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, quand vous voulez présenter un mémoire, vous le présentez genre en juin, devant un comité restreint. On vous donne des critiques que vous devez améliorer pour qu'en septembre, vous puissiez défendre votre mémoire. Et la qualité de la défense de votre mémoire va faire que vous serez psychologue ou pas. Donc, autant vous dire que ce mémoire, il a un enjeu majeur. Et moi, j'arrive avec ce mémoire. Il est beau, il est bien présenté, il est d'une richesse. Je voulais expliquer le lien que 2 jumeaux peuvent avoir quand ils sont séparés. C'est énorme. C'est-à-dire que mon frère, quand il m'appelle, je sais que c'est mon frère. D'abord parce que c'est marqué sur l'iPhone. Ça simplifie, mais ça sous-tend aussi une intuition. Je savais que c'était lui. Ok ? Maintenant, quand mon frère il n'est pas bien, quand il est bien, je le sais aussi. Et je suis faux jumeau. Donc j'arrive, je présente ce mémoire, commence à me poser des questions. Et au fil de l'avancée de la présentation de mon mémoire, je sens une espèce d'énergie ambiante qui tombe complètement. Les questions qui fusent sont de moins en moins intelligentes. Je n'ai pas de motivation des gens qui sont en face de moi. Et j'avais envie de leur dire, oh les gars, j'ai bossé 2 ans là-dessus. Posez-moi des questions. Et puis à un moment, il y a le doyen de l'université qui me fait, David, tu nous envoies désolé là, mais ton mémoire, il est super. Mais si tu viens avec ça en septembre, on te mettra 0. Tiens les gars, vous ne pouvez pas dire que mon mémoire, il est super,
J'ai bossé 2 ans là-dessus. Oui, oui, mais écoute-moi bien, ton mémoire, il explique le lien qu'ont 2 entités séparées. C'est pas de la psychologie, ça, mon loulou, c'est de la parapsychologie. Et nous, universitaires, rattachés à un monde médical, on ne peut pas soutenir une thèse qui soutient la parapsychologie. Donc tu es en train de nous mettre à défaut au niveau éthique, là. Qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai deux idées, le suicide ou le meurtre. Heureusement, il y en a une troisième qui arrive, sort, la sagesse. Et puis le doyen est venu me voir, il fait, écoute David, refais un mémoire, garde le thème des jumeaux si tu veux, parce que tu as bossé dessus, tu as des idées, mais écoute, sache que comme tu nous l'as pas présenté, il doit être bon la première fois en septembre, mais tente ton coup, quoi. Ne perds pas un an, tente ton coup. C'est OK. Et là, moi, j'avais prévu, juste après la présentation de ce mémoire, j'étais tellement conscient que ce mémoire était top, j'avais prévu de faire du surf à Biarritz. Ah ben j'ai surfé à Biarritz. Bon d'abord, les vagues, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Moi j'aime bien la terre ferme, je remarque. Okay. J'imaginais les beaux surfeurs, les trucs, c'est pas pour moi. Tu restes sur la terre ferme. Et l'avantage de rester sur la terre ferme, c'est que tu observes. Et à un moment donné, il y a 2 jumeaux qui arrivent. Des petits blonds, magnifiques, très beaux. Sûrement finlandais ou danois, parce qu'ils avaient une drôle de langue qui se terminait par gluck-pluk. Les mecs sortaient tout droit d'un placard Ikea, j'étais sûr. Et je les regarde tous les deux, ils sont dans une embarcation, tu sais, gonflable. Chacun a une rame, et ils attaquent la mer, tranquillement. Et puis d'un coup, il y a une vague qui les ramène, qui les échoue sur le sol. Oh. Et là, je vois un truc qui est magique. Le premier se lève, cherche sa mère du regard, et une fois qu'il l'a trouvée, court en hurlant vers sa mère en pleurant. Le deuxième se lève, il avait le regard, vous savez, le regard du combattant. Il prend la rame, il se met à frapper le bateau comme un forcené, il prend la corde, il va dans la mer, il frappe la mer. Et là, je dis, thanks God. Je viens d'avoir, à ce moment, l'objet de mon mémoire. Ces 2 enfants, qui ont un ADN identique, qui vivent dans un même environnement, qui reçoivent vraisemblablement une même éducation, vivent la même expérience, pourquoi ne réagissent-ils pas de la même façon? C'est l'objet de mon mémoire qui dira une chose. Ce qui compte dans la vie, ce n'est jamais l'expérience que vous vivez, mais la façon dont, 1, vous la représentez, et 2, la façon dont vous y réagissez. Je répète parce que c'est très important. L'expérience importe peu. Ce qui est le plus important, c'est comment vous vous représentez mentalement cette expérience et comment vous y réagissez. C'est ça qu'on va appeler finalement l'expérience. Et là, j'ai plein d'idées qui me viennent à la tête. Première idée, retour en arrière, flashback. J'ai 12 ans et pour la première fois de ma vie, je suis confronté à quelque chose qui s'appelle la mort. Je vis à l'époque dans une communauté asiatique chez mon meilleur ami et sa grand-tante décède. C'est une femme très bizarre, on l'appelait la sorcière, elle a toujours des ongles un petit peu bizarres. Et quand la sorcière décède, pendant 5 jours, on a fait la fête. Il y avait des gens qui venaient tous les jours, qui apportaient des victuailles, c'était bon, j'ai appris à faire des nems, c'est un truc énorme de faire des nems, d'accord? Surtout quand t'es petit. T'as le sentiment de pouvoir survivre à n'importe quoi quand tu sais faire des nems. Et là, la musique, les trucs magnifiques. Et moi, je me dis, j'écoutais les paroles, les échanges, je demandais au père de mon meilleur ami, qui lui était thaïlandais et bouddhiste. Il m'expliquait la roue, la réincarnation, le passage au futur. Je trouvais ça tellement génial que j'avais envie de mourir. Ça doit être fun finalement de mourir. Enfin bref, premier contact avec la mort, super sympa. 2 semaines plus tard, je rentre chez moi en Normandie et je m'aperçois que mes parents qui devaient me chercher au train ne sont pas là. N'écoutant que mon courage, je prends le bus et je rentre chez moi, à peu près 2 km. Comme je dis, il y a les proportions, la distance, quand on est petit. J'arrive chez moi et quand je suis dans le jardin, je vois un tas de voitures. Je rentre dans la maison et quand je rentre dans la maison, je vois la plupart des membres de ma famille en noir, habillés en sombre. Et là, il y a ma mère qui vient doucement, qui parle comme s'il y avait personne ne pouvait parler. Et qui me dit, mon petit cœur, je suis désolé, on n'a pas pu venir te chercher. Mémé est morte. Maman, pas de problème, j'ai appris à faire des nems, on va honorer sa mort. Ce soir, on fait péter la musique, fait venir tout le monde, on y va, on va s'éclater.
Là, tu as tous les membres de ta famille qui regardent avec une pensée compatissante pour ma mère. C'est ton dernier, mais celui-là, tu vas en chier. Alors, je vois ma mère qui est un petit peu embarrassée, qui fait « Mon fils, t'as pas compris, Mémé est morte. » Maman, j'ai très bien compris, Mémé est morte. J'ai appris à faire des nems. Si vous voulez, je vous fais des nems au poulet. C'est le plus facile à faire. Il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, j'aimais bien Mémé. Je veux bien la veiller cette nuit. Et là, ma mère qui fond en larmes, qui dit « Mais t'as pas compris, ta grand-mère est morte. » Et là, quand tu as 12 ans que ta mère, elle pleure, bah, tu pleures avec. Mais oui, je prends cet exemple volontairement pour vous dire que finalement, dans une communauté comme dans une autre, on a vécu la même chose, hein, la mort. Mais c'est bizarre parce qu'il y a une communauté qui se représente la mort comme l'élévation de quelque chose de transcendant. La mort est une étape qui fait partie de la beauté de la vie, avec tout le message positif qu'il y a derrière. Dans l'autre communauté, celle de mes parents, on se représentait la mort comme la fin de quelque chose à laquelle on aurait du mal à survivre. Je ne suis pas assez intelligent pour vous dire c'est quoi le bon plan. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'organise? Je sais que moi j'ai préféré vivre la mort de cette façon-là plutôt que celle-ci, et je rêve, entendez bien ce que je suis en train de dire, on ne sait jamais, que le jour de ma mort, vous ferez tous la fête. Mais vraiment. Amen. Et alors, j'ai cette première idée, et là, je regarde ma petite copine qui est là, juste à côté de moi, de l'époque. J'en ai eu plusieurs. Non, parce que si j'en avais pas eu plusieurs, j'aurais rien à vous raconter ici, ça n'aurait aucun intérêt. Et je savais très tôt qu'un jour, mon rêve, ce serait de pouvoir faire une conférence dans ce lieu. Donc j'ai multiplié les erreurs, les associations pourries, les business de merde, les relations mortes avec les femmes, les copains que je ne peux plus voir. Mais sachez que je l'ai fait pour vous. Vous devriez me remercier plutôt que. Je regarde Elena et je pense à une relation, à notre relation, et je pense à ce qui s'était passé 2 semaines avant. Je sortais depuis peu de temps avec cette demoiselle, elle était roumaine. Alors, elle n'avait pas le plus beau des accents, mais elle avait d'autres atouts charmes qui étaient plutôt sympathiques. Je sais, j'ai un problème avec les accents, je suis désolé. Un soir, on organise une fête, alors il y avait ceux de la fac de psycho qui étaient là, puis il y avait Elena, elle faisait architecture, puis il y avait des copains qui étaient dans les écoles de commerce et tout ça. Et on était au cœur d'un bel appartement au centre de Bruxelles, c'est un truc énorme, bonne musique, les pizzas qui fusent, bonne ambiance. Sauf que cette semaine-là, dans le cadre de l'université, un type était arrivé pour nous montrer ce que c'était que l'hypnose et la régression en hypnose. Et là, il se passe un drame, c'est qu'il y a une nana qui participe à ça et qui se rappelle avoir été touchée par son jeune cousin. Autant vous dire qu'elle arrive ce soir-là, mais comme une furie. Elle dit « Oui, vous vous rendez compte, j'ai été touchée. » Calme-toi, tu étais petite, il était petit, on appelle ça touche pipi. Donc c'est un truc, c'est de l'exploration familiale, ok? Ne soyez pas hypocrite, je vous en supplie. Me laissez pas seul à avoir ce genre de drame. Ah, j'ai été tout seul? Bon, je vais retourner en thérapie, c'est pas grave. Enfin bref, on essaie de minimiser les choses et régulièrement, Elena lui dit « Allez, c'est pas grave ». Avec son accent roumain, elle dit « C'est pas grave, tu sais, c'est 2 personnes qui se découvrent, ton cousin, il était jeune, on n'avait pas d'éducation à notre époque, c'est pas grave. » Si, c'est grave, tu te rends pas compte, c'est super grave. Je sais aujourd'hui que la sexualité, c'est super important dans le monde de la psychologie. Elle était en train de nous faire tous les tomes qu'on a vus depuis le début de l'année et les névroses qu'elle a avec. Tu vois le truc ou pas? Et Elena lui dit 2e fois, 3e fois, c'est pas grave. Puis à un moment donné, l'autre, elle part en furie. Mais tu vas fermer ta gueule, c'est pas grave. Pour qui tu te prends de me dire c'est pas grave, toi? C'est toi qui as été touché? Alors tu fermes ta gueule. Là, pizza ambiance. Un peu moins rock'n'roll quand même. Elena, non, c'est vrai, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais laisse-moi te dire pourquoi c'est pas grave. Tu sais, dans mon village, à l'époque de Ceausescu, juste avant le départ de Ceausescu, les militaires sont venus de Ceausescu dans mon village. Immédiatement, les hommes ont été embarqués. Il ne restait que les enfants à partir de 12 ans. J'avais 14 ans. Et jusqu'à peu près 50 ans. Ensuite, 4 hommes sont rentrés dans la maison. 2 ont pris ma mère par les cheveux à l'étage. Et 2 hommes sont restés avec moi.
J'avais peur, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Quand le premier s'est jeté sur moi, il m'a déshabillé. J'ai été violé pendant 48 heures. Et à tour de rôle, les soldats changeaient de maison pour changer leur repas. À un moment donné, j'ai entendu une grande sirène au bout de 48 heures quasiment, et à ce moment-là, j'ai su qu'ils allaient partir. Ils m'avaient battu, j'avais été violé, j'avais perdu ma virginité, et en l'espace de 48 heures, au moins une douzaine d'hommes étaient passés sur moi. L'ambiance pizza, t'as plus du tout envie de la bouffer là. Tu dis là, à mon avis, même pas les pizzas en rêve, j'en fais une thérapie parce que les pizzas, je ne pourrais plus jamais en manger. Bon, autant te dire que l'autre, avec son petit cousin, les petits attouchements, dit... Et elle dit, tu sais, je vais te dire pourquoi c'est pas grave. Parce que quand ils ont quitté les lieux, ils m'ont battu presque à mort. Et ensuite, ils ont fait leurs besoins sur moi, intégralement. Et j'ai découvert de leur défection, j'ai découvert de leur urine, une odeur nauséabonde, étant persuadé que ma mère était morte à l'étage. Et j'ai prié Dieu de toutes mes forces pour mourir. Je voulais à ce moment-là que ma vie sorte. Ça ne servait plus à rien, je voulais mourir. J'ai prié, endors-moi pour mourir. Mais une heure plus tard, je me suis rendu compte que je ne mourrais pas. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a une autre raison pourquoi Dieu ne veut pas que je meure. Elle était très croyante. Et à un moment donné, elle dit, tu sais, j'ai compris que ces soldats, ils ne voulaient pas simplement nous violer. Ils ne voulaient même pas nous tuer. Ils voulaient tuer notre vie. Ils voulaient tuer ma vie. Ils voulaient tuer mon innocence. Ils voulaient tuer mon plaisir, ma joie, mon âme. Ils voulaient me souiller, tout simplement. Alors je me suis levé. Je suis allé voir ma mère, me rendre compte qu'elle était vivante. Je me suis lavé et j'ai pris 3 décisions. La première, être heureuse quoi qu'il m'en coûte dans la vie, quoi qu'il arrive. La deuxième, ne jamais laisser aucune trace de ces pores sur mon corps. Et la troisième, c'est de quitter ce pays dans lequel je n'avais plus rien à faire. L'ambiance, et vous savez, je vous raconte cette histoire terrible et en même temps incroyablement inspirante parce que Elena, elle m'a donné l'exemple vivant qu'on pouvait vivre un énorme drame dans notre vie et de se dire, je me le représente comme un moyen d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Énorme. Et puis le soir, je la ramène chez elle, Elena. Je suis dans ma 205 GRD blanche avec la bande rouge à la Starsky Hutch. Et là, je vous rappelle que je suis en 3e année de psychologie. Quand tu es en 3e année de psychologie, tu as le sentiment que tu as un docteur S-lettres en psychoneurobiologie internationale of the world du Canada. Excuse-moi la référence. Et là, je la regarde, je fais... Tu veux qu'on en parle? Ouais, je sais. Je pense que dans sa tête, elle a rigolé comme vous, en fait. Tu veux parler de quoi? De ça. Mais il n'y a rien à dire. J'ai pris ma décision, j'ai changé toute ma vie autour de ça, et tu sais quoi, je suis heureuse aujourd'hui. Ça ne sert à rien. C'est passé. Parce que le passé, il est passé. L'avenir est incertain, le présent, c'est là-dedans qu'on peut s'investir. On dit que le présent est un cadeau, et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Vous savez tous ça maintenant. Magnifique. Quelle classe! Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est que la plupart du temps en coaching, qu'est-ce qu'on fait? On amène les personnes qui sont en face de nous à porter un regard différent sur la vie. Et parfois, ça se fait en quelques secondes. Je vous raconte une histoire, une autre, qui est beaucoup plus sympathique. J'ai une amie canadienne qui travaille dans l'univers de la formation informatique, qui vit à Vancouver. Elle est de Montréal à la base, mais elle vit à Vancouver et elle travaille beaucoup sur les États-Unis, sur Seattle, sur tout ça. Et c'est une femme qui voyage beaucoup. Et un jour, elle me raconte une histoire qui était juste hallucinante. Elle me dit, tu sais, David, moi, ce que j'aime, quand je voyage beaucoup, quand je fais des grands voyages en avion, je fais toujours 2 choses. Je m'achète un magazine et un livre de développement personnel parce que j'adore ça, là. Et mon petit truc, c'est les paquets d'Oreo. J'adore les Oreos. Vous savez, ces petits gâteaux américains, là, avec de la crème à l'intérieur, que tout le monde considère que c'est super bon, mais que je trouve pas génial, en fait. Enfin, bref.
Si les Américains étaient les grands du goût, ça se saurait. Hein, vive la France! Vive la France! Oui, vive la France! Il n'y a pas beaucoup de chefs étoilés aux États-Unis. Bon, si je dis ça, je dis rien. C'est pas grave. Et donc, elle me raconte un jour, elle me dit, tiens, un jour, je suis posé là, je suis à l'aéroport. Je prends mon sac, je pose mon sac, j'ai le paquet d'Oreo à côté de mon sac, et je commence à me mettre dans mon livre, très sympathiquement. Et puis, j'ouvre le paquet d'Oreo et je porte un Oreo à ma bouche, comme ça. Et le livre que je lisais était vraiment inspirant. Quand tout à coup, là, je vois une main dans ma vision périphérique, une main avec des poils, je me rappellerai toute ma vie, une main avec des poils, qui s'entraîne et qui s'en va là, prendre un biscuit, le porter à la bouche. Tu vois pas qu'il y a un fou à côté de moi là, qui prend mes Oreos, là. Je le regarde avec un regard viscéral, je pense que je vais le tuer, là. Il me prend mes Oreos, et il me regarde avec un grand sourire, il porte l'Oreo à sa bouche et il le craque comme ça. Je me dis, je peux quand même pas faire un scandale pour un biscuit, là. C'est pas normal. Mais je le regarde ici avec des mitraillettes, là, je pense que je pourrais le buter. Je me remets dans mon livre, je prends un deuxième Oreo avec une angoisse, cette fois-ci, c'est qu'il en reprenne un autre. Quand à un moment donné, je vois cette main poilue, périphérique, qui repasse, là, je me dis que tabernacle, il n'y a aucun respect, cet homme-là, là. Il y a ce pas des goujats dans ce monde. Et il me dit, c'est quoi, pendant une demi-heure, montre en main, là, il a joué à ça. C'était dès que je prenais un Oreo, il prenait un autre Oreo. Je pensais même qu'il faisait ça pour la drogue. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me buter? C'est pas possible. Là. Et je me suis dit, je rentrerai pas dans son game. Là, je peux pas le faire. Je te jure que je le regardais régulièrement pour lui montrer que franchement, je suis pas content. Tu peux pas faire un scandale dans un aéroport pour un paquet d'Oreo. C'est complètement stupide, mais quand même, comment on peut voler des Oreos à quelqu'un, là? Et le problème, c'est qu'on arrive à la fin du paquet. Quand à un grand moment, là, il en reste un. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas prendre le dernier. Tu vois pas qu'il prend le dernier Oreo, il le coupe en deux, il m'en donne la moitié. C'est énorme. C'est énorme. Elle me dit, tu sais quoi? Je lui ai pris cette moitié parce que j'y tenais vraiment. Mais je lui fais signifier du regard que, je te jure, plus jamais, là, plus jamais tu pourras faire ça à une femme, là. Et puis, juste à ce moment-là, on appelle mon avion, je prends mon sac comme ça, je me dépêche, mon bouquin, mon magazine, je m'en vais, et je me dis, tabernacle, que les hommes sont des mufles. Et j'arrive dans l'avion, à un moment donné, quand je porte le bagage, je pose le bagage, et là, il y a un paquet d'Oreo qui tombe de mon sac. Vous avez compris ou pas? Et là, elle me dit, tu peux pas comprendre comme j'avais envie de me suicider à ce moment-là. Et là, je me dis quelque chose, cet homme à la main poilue, qu'est-ce qu'il était grand? Tu te rends compte qu'en plus, je suis célibataire, que je tombe sur un homme qui partage comme ça, que c'était l'homme de ma vie, là. Et je l'ai laissé passer tout plein de gens parce que je pensais qu'il me volait mes biscuits. Mais elle me dit, c'est pas comment l'esprit bascule en une seconde. Comment il y a une seconde, cet homme-là, je voulais juste le buter. La seconde après, je voulais en mariage. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la seconde d'après? Tu t'es représenté les choses différemment, ma chérie. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'à un moment donné, une représentation mentale, c'est juste une image. C'est la façon dont je choisis de représenter les choses. Vous savez, pendant des années, on parlait de la notion de destin, de libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? À quoi ça sert, le libre arbitre? Sinon, à choisir ce que je veux me représenter de ce que je vis dans le monde. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le grand détail de ce que vous allez faire tous ensemble, tous ici, vous allez vous battre, vous allez avoir des rêves. Battez-vous pour vos rêves, mais obligatoirement, sur le chemin de ces rêves, vous allez rencontrer des difficultés. Ces difficultés et la taille de ces difficultés dépendront de la façon dont vous allez vous les représenter. Il n'appartient qu'à vous de vous les représenter sainement. Il n'appartient qu'à vous de vous donner une représentation mentale de ce qui vous arrive là, dans votre vie, simplement en vous disant, OK, c'est une épreuve,
Épreuve. En ce moment, on vient juste de terminer le bac. On dit, c'est les épreuves du bac. Ou alors on appelle ça un examen. L'épreuve. Pourquoi on appelle ça une épreuve? Parce que l'épreuve, c'est le jour où tu dois faire tes preuves. Vous savez, vous êtes tous en course là, vers la réussite, mais c'est comme les championnats olympiques. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il n'y a qu'une médaille. Il n'y a qu'une médaille olympique. Celui qui va réussir, c'est celui qui, ce jour-là, à ce moment-là, va faire ses preuves. Examen, ex-âme. Pourquoi examen? Parce qu'on considère que le jour où tu passes un examen, ton âme te quitte. En clair, ta partie divine te quitte. Tu es tout seul. Le bac, tout seul. Enfin, ma mère juive, elle est tellement... elle va vouloir être là. Je peux venir avec ma mère? Non, 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 pas ta mère. Un bon copain quand même, alors un copain. Un copinou. Non, 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 non. Ta feuille, une calculatrice scientifique, je vous en supplie. Non, 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 wallou. Rien, mon pote. Ce que tu as dans ta tête, ce que tu as appris, une feuille blanche et un papier crayon. Tu as 20 minutes. Et là, ce cri émotionnel que vous avez, il dépend de la capacité des actions que vous avez posées dans l'année ou pas. Parce qu'il y a des moments dans la vie, que vous le vouliez ou pas, où vous serez tout seul. Mais vous serez seul, opérationnel, ou seul, pas opérationnel. Seul opérationnel, c'est que vous avez posé le dédale d'action nécessaire. Vous savez, je rencontre tous les jours des gens qui ont du mal à faire ces distinctions entre le normal et le naturel. Laissez-moi vous expliquer ça. En 2003, c'est un lundi, on est le 13 février. Je suis en retard pour aller faire du sport. À l'époque, j'habite en Haute-Savoie. Il est à peu près 19h45 et je mets dans ma musique le dernier album d'MC Solar. J'aime cet homme. Je le connais, c'est un garçon fantastique. Mais sa musique, c'est pas une musique qui vous calme, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, je suis en retard. Il est tard. Je vous rappelle qu'il est en février. Il fait -7 dehors. La veille, il avait neigé et je me mets à accélérer. Et juste avant un virage, il y a un type avec une voiture. Je le double, je sors du virage et là, il y a un papy qui fait un demi-tour avec sa 4L. Je vais l'éviter sur sa gauche. Les deux pneus de mon cabriolet vont toucher la neige et je vais faire 4 tonneaux. À peu près à 100 km/h et je n'ai pas de ceinture de sécurité. Heureusement que j'ai une bonne voiture. Je suis bloqué par les airbags, je vais m'en sortir indemne. Par contre, la voiture, c'est une autre histoire. C'est pas normal que ce vieux ait fait ce demi-tour à ce moment-là sur la route, surtout qu'il y a une ligne blanche. Mais pourtant, mon accident, il est profondément naturel. Bob vient me voir en me disant « Oh putain, Nathalie, c'est une salope. Elle m'a trompé. » Nathalie, c'est sa femme. Je suis Bob. Le fait que ta Nathalie t'ait pas trompé et t'ait trompé, c'est pas normal, c'est vrai, mais c'est naturel. T'as intérêt d'être super pote avec Bob après, ou d'avoir une bonne relation, d'être très très bon, tu vois. C'est comme un jour, j'ai un copain qui me racontait avoir été pris dans une situation adultère par sa femme au moment où il était dans sa maîtresse. Je vous passe les détails. Et je lui dis, je t'en supplie, jure-moi que t'as pas dit c'est pas ce que tu crois. Il me dit, je te jure, c'est la première chose qui te vient. Donc je me suis dit, finalement, le c'est pas ce que tu crois doit être génétique. On est équipés, nous les hommes, par le c'est pas ce que tu crois. Donc je dis à Bob, c'est pas normal effectivement, mais c'est naturel. Je vous explique. C'est vrai que c'est pas normal que le papy fasse demi-tour sur la route. Mais quand tu es un homme intelligent, père de famille, t'évites de rouler à plus de 100 km/h sur une route givrée où il fait -7, à plus de 100 km/h, sans ceinture de sécurité qui plus est, et doubler avant un virage. Si tu as un petit peu de conscience intelligente, tu ne fais pas ce genre de choses. Et pour toi, Bob, tu sais, je la connais bien, Nathalie. Je remarque aussi une chose, c'est que ça fait 7 ans, que tu t'occupes de ta carrière, de tes projets, ton golf, mais ça fait 7 ans que tu t'occupes plus du tout de ta femme.
Ça fait 7 ans que tu ne t'occupes pas de savoir si elle est heureuse, si elle vit de ses passions, si elle répond à tous ses besoins. Et tu vois, connaissant Nathalie, je suis très surpris qu'elle ne soit pas partie plus tôt. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce que tu vis, ça s'appelle une épreuve. Donc là, tu vas devoir faire tes preuves. Tes preuves de quoi? Bah, mon petit loulou, je sais pas, quand on était à ton mariage, tu as dit à ta femme, devant témoin, je t'aimerai pour le meilleur et pour le pire. Alors quand tu as dit ça, tu étais dans le meilleur. Tu étais beau gosse, ta femme était très très belle, elle était apprêtée. Enterrement de vie de garçon de la veille, franchement, very bad trip à côté, c'est des petits joueurs. Tu étais dans le meilleur, là tu es dans le pire. On va voir quelque chose qui s'appelle l'intégrité. On va voir quel est ton niveau d'intégrité. Maintenant, je vais dire aussi une chose. Je te connais bien. Je te connais même très bien. Je connais très bien Nathalie. Je la trouve incroyablement courageuse d'être venue te voir et de te le dire. Parce que toi, te connaissant, tu n'aurais rien dit. C'est-à-dire que si elle te le dit, c'est que non seulement elle tient à toi, elle tient à cette relation, et qu'elle veut que les choses soient transparentes. Tu as deux possibilités. Ou ce schisme, c'est la fin d'un couple, mais ton réveil en tant que personne, ou alors c'est le démarrage d'une vie nouvelle de couple avec Nathalie. Tu as le choix. Maintenant, il faut que tu comprennes aussi une chose. C'est qu'il y a une règle d'or dans les couples. C'est que pour construire un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Il y a deux possibilités. Ou bien tu te fais pourrir par ton ego et ton orgueil, et tu te dis, mais jamais je pourrais survivre au fait qu'elle m'ait trompé, et tu passeras à côté d'une femme fantastique. Ou bien tu mets ton orgueil de côté, et tu comprends que finalement, tout nous arrive pour des raisons précises et doit nous servir. Et si tu as besoin d'un coup de main, mon loulou, je suis là. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est une fois encore, tout ce que vous vivrez, parfois vous semblera pas normal. Mais si vous êtes objectif, et vous y mettez un petit peu de conscience, vous vous rendrez très vite compte que tout ce qui nous arrive est très, très naturel. Dans quelques instants, je parlais de la notion d'intégrité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aura à voir, parce que l'intégrité, c'est quelque chose qu'on doit tous développer, et cette intégrité, on doit la mettre au cœur de l'ensemble de nos relations. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est pas la morale. Je me rappelle un jour avoir donné une conférence autour de la notion d'intégrité, une personne me disait « Mais David, t'es quand même un putain de moralisateur. » Ça n'a rien à voir avec la morale, l'intégrité. L'intégrité, c'est un concept très simple. Je dis ce que je fais ce que je dis. Rien d'autre. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'intégrité, et pour ça, je vais vous faire un petit peu participer. Je vais vous demander de faire la chose suivante. Je vais demander à un homme et une femme de venir, et j'ai besoin de 2 chaises ici. Donc je vais prendre une première chaise, et j'ai besoin d'un homme et une femme courageux, intelligent, puissant, beau et fort. Laisse-moi faire, merci. C'est bizarre, il n'y a que des femmes qui viennent. Bon, alors là, j'ai 2 femmes, comment je fais? Non, là, pas sur mon truc. Bon, alors, attends. Comme elle s'était levée la première, je vais me permettre de la prendre. Tu veux bien? Alors, Roméo, je me permets, c'est les côtés sympathiques de mon métier. Michel. Alors, Roméo et Michel ne le savent pas encore, viens avec moi sur l'estrade. Ce sont les meilleurs trapézistes du monde. Alors, écoutez-moi bien, Michel, elle fait le quintuple saut périlleux avant, avec une double loupe sur le côté, et on a Roméo qui la rattrape sur un doigt. Un truc exceptionnel. Ils sont français. Franchement, la fierté nationale, c'est les plus grands trapézistes du monde entier. Et moi, je suis le responsable du plus grand cirque du monde, le cirque de Moscou. Roméo, mon ami Roméo. Où tu vas? Non, sur la bouche, Roméo. On peut donner un côté sympa à notre métier aussi. Michel, mon ami. Bonjour, Michel. Vous êtes les couples les plus exceptionnels que j'ai jamais vus de toute ma vie. Je vous demande de venir ton cirque, moi, parce que je vais offrir à vous grande somme d'argent
les meilleurs appartements dans le monde, les meilleures suites dans l'hôtel, parce que vous allez être objet phare de mon cirque. J'ai négocié avec Madame Grus, elle accepte partir vous, compte tenu de somme argent que j'ai donné. Est-ce que vous acceptez venir dans le plus grand cirque du monde de référence mondiale? On voit qui commande dans ce couple qui porte la culotte. Peut-être monsieur a brisé burne sur le trapèze. Pas grave, pas grave. Alors, bon, tu fais quoi? Tu acceptes ou... C'est bien ce que je dis. Il n'a aucune personnalité. Madame Zbaziva. Oui, c'est toi, n'importe quoi de lui. C'est pas grave. C'est pas grave. Et alors, c'est quoi? Il s'entraîne comme des acharnés. Tous les jours, entraînement, enfin bref. L'excellence a son plus grand paroxysme. Et puis un jour, il y a la première représentation qui se passe à Moscou, le jour du G15. C'est-à-dire que les plus grands pays du monde entier sont là, à Moscou. Tout le monde est là. Poutine est là. Le plus grand président de tous les temps, François Hollande, est là. Et une parenthèse. Comment on pouvait voter pour Hollande? Non, tiens. Hollande, c'est quoi? Non, mais je sais. Écoutez-moi, Hollande. La Hollande, ça appelle ça le Pays-Bas. Le mec portait la loose dans son nom. Enfin bref, non mais respectons les votes. Donc monsieur Hollande sera là avec on ne sait pas qui, quelle femme encore, parce qu'il est parti en scooter. Vous avez remarqué que l'accent il tourne vers le marocain à la fin. Non, c'est parce qu'il a fait ses études au Maroc, le russe. Et donc, c'est la grande représentation. Je viens de voir Roméo, Michel. Vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes belle. Quelle grâce, quelle féminité, quelle sensualité, quelle brute, quelle masculinité, quelle... Ouh là 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 là, vous musclez. Vous très fort. Pouet, pouet. Non, t'inquiète pas. Tu commences à flipper, toi. Ce mec, finalement, c'est un grand tordu. Hein. C'est ça. Et donc, je dis, ce soir, représentation exceptionnelle, invité exceptionnel. Par contre, juste problème. Petit détail. Mais comme je sais, vous entraînez très fort et jamais raté, on n'a pas le temps, techniquement, de mettre filet ce soir. Donc, pendant que vous ferez spectacle là-haut, on installe tigre et lion en dessous. Mais je suis fier de vous. Merci, spasiva. Et là, ils retournent à leur entraînement. Le soir, va arriver le moment fatidique du trapèze. Alors que je vous explique comment est Michel. Michel, elle a un petit haut de soie, limite transparent. Laurent, calme-toi. Sors l'appareil photo. Elle est belle et elle va commencer à réfléchir. Elle s'est installée mentalement dans son truc. C'est-à-dire qu'elle refait 1000 fois la chorégraphie. Roméo, il est en slip léopard. Poil apparent. French touch, s'il vous plaît. Tu es musclé. Et Roméo, il se dit, je le sens pas ce truc-là, moi, les lions, les tigres, les trucs, la blonde qui saute là-haut, pas possible. Et bon, il y a un moment donné, le numéro se prépare. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire le tambour. Qui veut faire le tambour? Qui est professionnel du tambour? Non, ça, chérie, c'est pas un tambour. C'est un tambour de machine à laver, peut-être, mais... Non, j'ai besoin d'un vrai tambour, un vrai... Qui fait le tambour? Vas-y. Non, mais madame, fait 10 000 fois mieux le tambour. Bon, stop! Un tambour! Non, je sais que t'as faim, je t'en supplie. Je sais que t'as faim. Juste quelques minutes. Madame, vous êtes mon tambour. Bah oui, d'ici. Allez-y, faites-le voir. Je regrette, vous n'êtes plus mon tambour. Tambour. Ah, très bon tambour. Bon, toi tu te prépares à faire le tambour. Michel se prépare, et on peut imaginer Michel, elle fait le grand écart, et elle monte comme ça, à deux bras, sur un léger tambour. 1,
Vas-y. Et toi, tu montes sur la chaise, je te tiens. Monte sur la chaise. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Ouais, c'est ça. On se calme. Pendant ce temps-là, Roméo monte aussi sur la chaise. Monte sur la chaise. Ouais, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de risque dans mon truc. Il y a des trucages, c'est énorme. Roméo, lui, pendant ce temps-là, il monte sur un bras, mais avec une idée, je le sens pas. Et puis, à un moment donné, il y a Michel qui commence à s'élancer. Tambour. Fais signe au moins. Ouais. Enfin, il est par là. Voilà. Ah non. Voilà. Non, non. Michel, tout va bien. Juste les bras, ça suffira. Ouais, tu t'élances pas vraiment, Michel. Laisse, je leur pardonne, ils savent pas ce qu'ils font. Et elle commence à partir, tambour, et tout d'un coup, elle va lâcher la perche. Elle va lâcher le trapèze. Et elle va commencer à faire ses premiers soupérieux. Et à chaque soupérieux, vous direz olé. Elle lâche l'affaire. Premier soupérieux. C'est pas mal. Deuxième soupérieux. Troisième soupérieux. Quatrième. Il est toujours pas parti. Lui, il est toujours dans son truc. Je le sens pas. Cinquième soupérieux. Allez, tu tombes. Descends, assieds-toi. Ta femme vient de tomber de 30 mètres. C'est très intéressant sur la réaction émotionnelle de l'homme qui voit sa femme tomber par terre en morceaux, qui fait... Descends, va voir ta femme. Va voir ta femme. Tu vas la voir, parce qu'elle est en train de mourir quand même. Ta femme est en train de crever. Ouais. Tu lui prends la main. Non, pas celle-là, elle est morte, l'autre. Et tu lui dis, chérie, je suis sincèrement désolé. Et toi, tu meurs. Très, très bon la mort. Très, 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 très bon la mort. Je vous remercie, vous pouvez aller à votre table. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Roméo est sincère? Arrêtez, sa femme est en train de crever. Bien sûr qu'il est sincère. La question c'est, est-ce qu'il est intègre? Ok, s'il ne le sentait pas, il aurait dû le dire, il aurait dû imposer le filet. Mais en fait, ce que je vais vous montrer à travers cette toute petite expérience, c'est qu'il y a plein de gens, qui sont incroyablement sincères mais pas intègres. Et tu vois, c'est ce qui fait défaut dans notre pays en France aussi. Et je vous le dis aussi, c'est dur d'être intègre. C'est complexe. Ça demande d'être au clair sur ce qu'on veut, les engagements qu'on prend. C'est pas évident. Et si vous devez construire un business demain, dans votre capacité à créer des produits, des services, élevez toujours votre niveau d'intégrité tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super important. Et on va comprendre une chose déjà, à travers cette intervention, c'est que, on a tous ce besoin et ce désir existentiel d'exister. Vos clients l'ont aussi. Réfléchissez comment vous pouvez les aider à y accéder. Comment être source de volonté? Comment être source de motivation? Comment les motiver? Comment assurer une vraie détermination? C'est super important. Tout ça, le coaching le permet à travers une relation successive. Ensuite, on va s'assurer que les personnes en face de nous aient un regard différent sur ce qu'ils vivent. Vous rencontrerez tous des difficultés dans votre vie. Et vous voulez que je vous dise, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la façon dont vous les représentez. Vous savez, on a tous eu autour de nous des personnes qui étaient atteintes d'une maladie. Tous. La vraie question, c'est qu'est-ce que le mal a dit? Est-ce que je l'ai écouté, justement, cette chose-là? Et vous allez avoir des personnes qui vont être dans une double dynamique. Ou bien il y en a qui vont être dans une dynamique de se soigner, soit nier,
ou bien tu peux prendre la décision de guérir. Guérir. C'est pas la même intention. C'est pas la même motivation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peu importe ce que vous vivez. On a tous rencontré des personnes autour de nous qui étaient atteintes des maladies les pires et qui s'en sont sorties. On a tous rencontré autour de nous des personnes qu'on pensait solides et qui étaient terrassées. Parce que devant la dimension biologique, physique, il y aura toujours le mental. Maintenant, je vais dire une chose. Rien, absolument rien, n'est impossible. S'il y a quelque chose que je dois vous laisser comme trace aujourd'hui, c'est que quelles que soient les réalisations qui sont les vôtres, quelles que soient les envies ou les désirs les plus profonds, il n'y a absolument rien qui réellement vous empêche de le faire. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de taille, de poids, c'est juste une question de détermination. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que le nom de Marie-Louise Zeller vous dit quelque chose? Marie-Louise Zeller, c'est une Américaine. Cette Américaine, à l'âge de 44 ans, elle a un enfant sur le tard, un enfant qu'elle a à 42 ans. Et puis un jour, elle est dans son appartement, au 2e étage, elle détourne la tête, la porte était entrouverte sur le balcon, le gamin il passe à travers la porte, il va passer sa tête à travers le balcon, il tombe de 2 étages. Et là, le gamin, il manque de mourir. Difficulté, il va rester 6 mois à l'hôpital. Elle va déclencher ce qu'on appelle une dépression. Très grosse dépression. Pendant 2 ans, grosse dépression. Puis un jour, il y a une copine qui va lui dire, tu sais quoi, ma chérie, j'en ai marre de venir te voir et de te voir te lamenter, j'en peux plus. Je t'en supplie, arrête. Alors voilà, tu vas sortir, tu vas faire des choses, et tu as obligatoirement un truc que tu as vu dans la presse que tu voulais faire. C'est quoi la dernière chose que tu as vue? Tu te dis, tiens, ça a l'air sympa. Ce matin, dans le journal, il y avait un article sur un cours de taekwondo. Vous savez, c'est un art martial coréen. Et il disait, retrouver l'énergie, j'en ai plus. Retrouver la confiance en soi, j'en ai plus. Retrouver le dynamisme, j'en ai plus. Et je lui dis, tu vois, ça c'est sympa. Alors écoute-moi bien, ma chérie. Ça fait 22 ans que je suis ton ami. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller demain dans ce club. Je t'en supplie. Si tu n'y vas pas, je ne te verrai plus jamais. Il faut que tu sortes de chez toi. Arrête de t'enfermer. Devant cette menace, elle va y aller tant bien que mal, et elle va rencontrer Maître Kim à Valtero, en Californie. Et quand elle arrive, elle explique qu'elle voudrait prendre des renseignements sur le cours, et Maître Kim, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tend le kimono. Allez, mettre ça. Non, mais je venais pas. Allez, mettre ça. Et là, elle te dit, quand tu as un maître d'arts martiaux qui te dit « allez mettre ça », tu n'es pas dans l'envie de lui dire « dis donc ». Tu vas un petit peu la fermer, le chinois. Hein? Non, tu as envie de garder tes dents. Donc, comme tu as envie de sourire, tu vas te changer. Donc, elle va se changer, elle arrive et elle fera le cours avec lui. Et là, ce qu'elle me disait, c'est quoi, quand je suis sorti de là, j'avais des courbatures de partout. J'ai dormi dans la baignoire. Tellement j'avais mal partout. Je n'avais pas fait de sport depuis au moins 5 ans. Mais il s'était passé quelque chose, donc j'ai décidé d'y retourner. Elle va y retourner, et c'est vrai qu'elle va reprendre goût à la vie. Quand elle a à peu près 2 ans de pratique, il y a Maître Kim qui va lui dire « Bon, dimanche prochain, tu viens à la compétition. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je prépare les sandwichs? Tu veux que j'emmène... Non, t'as pas compris. Dimanche prochain, tu vas à la compétition. » Non mais attends, j'ai 50 ans. C'est une compétition de full contact. Donc il y a des protections, mais quand même, c'est un petit peu dangereux ce que tu me demandes. Et lui dit, tu vas à la compétition, point. Et là, elle te dit, quand il te dit ça, c'est comme quand il m'avait dit, mets ton kimono. Alors il va le faire. Et là, elle me dit, j'ai perdu tous mes combats pendant 2 ans. Et tu sais ce que c'est de perdre tous ces combats pendant 2 ans? Et au bout de 2 ans, il s'est passé quoi? J'ai compris une chose. C'est qu'en fait, on ne pouvait pas gagner si on se protège tout le temps. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'avais peur de prendre des coups. C'est vrai qu'on était en full contact. C'est vrai qu'on avait des protections. Mais j'avais peur. J'avais peur de prendre des coups. En fait, je ne prenais aucun risque. Et un jour, j'ai dit, ok, quoi qu'il arrive, la prochaine compétition, quoi qu'il se passe,
tu sais quoi? Mon opposante, je vais la défoncer. Et là, elle arrive, elle se jette sur l'autre. Enfin, bref, la personne en face, hyper débordée, qui commence même à dire « Retirez cette grand-mère de sur moi ». Mais c'est la première fois que j'étais traité de grand-mère, c'est quand même humiliant. Mais j'ai gagné mon combat. Et à partir de ce moment-là, j'ai gagné tous mes combats. 2 ans plus tard, le club reçoit une inscription pour que le club présente ses meilleurs élèves pour faire la sélection nationale pour les Jeux Olympiques. Et là, il y a Maître Kim qui fait « Faut que tu le fasses ». « Oui, t'as beaucoup d'humour, c'est sympa. »« Faut que tu le fasses. »« D'accord. » On sent la capacité à répondre, hein, très forte. Elle a été sélectionnée aux Jeux Olympiques. Elle a été terminée 4e aux Jeux Olympiques. Et elle a fait 2e avec l'équipe américaine, à 55 ans. Vous savez ce que c'est que de commencer un art martial très tard, comme c'est dur et compliqué? Elle a été médaillée olympique à 55 ans. Des cas comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines. Il y a tellement de choses, de gens qui sont à côté de nous, qui font des choses, des gens ordinaires, qui deviennent extraordinaires. Vous savez, pour devenir extraordinaire, il ne faut pas faire grand-chose. Il faut faire les choses ordinaires, mais avec une intention de les faire avec de l'extra. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je vais apporter ce que mes amis canadiens appellent le PEC+. C'est ce petit plus-là qui fait la différence. Parce que si vous allez chez les Canadiens, ils vous diront, tu sais quoi? Il y a une règle d'or si tu veux aider quelqu'un, et si tu veux être le meilleur dans ton domaine. À chaque fois que quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en en 2. Donne-en toujours plus que ce pourquoi on attend que tu vas donner quelque chose. Et ça qui est juste important. Dans votre vie, dans votre relation avec les personnes que vous aimez, vos conjoints, vos parents, vos enfants, avec les rapports que vous allez établir avec vos clients, vous êtes tous des entrepreneurs dans cette salle. La qualité de votre business dépendra de la qualité de votre relation que vous aurez avec vos clients. Ça ne dépend que de ça. Et ça dépend de l'intention que vous allez mettre là-dedans. Juste l'intention. Je peux faire un dernier petit exercice, tout petit? 5 minutes, 6 minutes. 6 minutes, montre en main. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je vais avoir besoin de toi, Martin. Est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Je vais avoir besoin de 4 personnes. Venez, 4 personnes avec moi, très très vite. Tiens, mais viens avec moi, tu voulais participer, viens. 2, 3 et 4. Super, magnifique, venez avec moi. Très très bien. Je voudrais juste, aujourd'hui, vous montrer ce que c'est que la notion d'intention. Okay? Martin, je vais demander de t'asseoir, s'il te plaît. On peut considérer que Martin, c'est ce qu'on appelle un beau bébé. Tiens, on va équilibrer. Viens par là, comme ça tu seras ici, comme vous voulez. Ok. Beau gaillard, on a le sentiment qu'on a un bon bûcheron, le de Winnipeg. Bienvenue avec nous. Ok. Voilà ce que je vais vous demander de faire. Vous allez mettre vos mains comme ceci. Ok. Très bien. Il y en a qui vont mettre les mains... Non. Il y en a qui vont mettre les mains sous les bras de Martin et d'autres, sous les genoux de Martin. D'accord? Et vous allez essayer de le porter. Allez-y. Mais vous devez le porter qu'avec vos doigts. Allez-y. Qu'avec vos doigts. Qu'avec vos doigts, allez-y, essayez. Ok, stop. C'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Maintenant, Martin, toi, ce que tu vas faire, tu vas penser dans ta tête, lourd, je suis très lourd. Tu vas t'imaginer tes 2 jambes ancrées dans le sol, et maintenant, tu es très, 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 très lourd. OK? Et vous, maintenant, vous allez essayer de le porter. Juste essayer. Mais attention, avec les doigts. Pas avec les mains comme j'ai vu, juste avec les doigts. Allez-y. Allez, c'est parti. Go. Go. Lourd. Très lourd. Lourd. Stop. Remettez-le. OK. Est-ce que vous avez forcé? Un peu. Très bien. Maintenant, voilà ce que vous allez faire.
Toi, Martin, tu restes là. Maintenant, je veux que tu penses à une chose, c'est... Mais c'est parce que t'es pas vraiment lourd, en fait. Je pense que si j'allais manger, peut-être que ça... Je pense que ça arrête surtout la bouffe française, elle est... Continuez, faisons l'exercice. C'est ça. Toi, maintenant, tu vas penser, je suis léger comme une plume, dans ta tête. Je veux juste que tu penses à ça. Vous quatre, voilà ce que vous allez faire. Vous écoutez bien les instructions. Vous allez vous mettre comme ça, ensemble. Et ensemble, on dira, nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. D'accord? Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. On va le faire 3 fois. Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. Et la 4e fois, quand je dirai, nous travaillons ensemble, vous mettrez vos doigts, tu es léger comme une plume, et vous allez porter Martin ce fois-ci. D'accord? On y va, on le fait 3 fois comme ça, et la 4e, vous le levez. Vous êtes prêts? Donc préparez-vous bien, rapprochez-vous, pour qu'au dernier moment, vous puissiez le prendre ensemble. On y va. Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. Nous travaillons ensemble, tu es léger comme une plume. Et c'est bon. Pour vous, qu'est-ce qui était le plus facile? Ok, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup moins forcé là-dessus ou pas? Très bien, très bien. Mais t'es léger comme une plume, mon Martin. En tout cas, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Merci. D'abord, si vous devez garder qu'une seule chose de tout ce qu'on vient de voir là aujourd'hui, c'est que, posez-vous toujours la question, avec quelle intention je fais les choses dans ma vie? Est-ce que c'est une intention de légèreté ou est-ce que c'est, vous savez, quelque chose qui est déjà lourd avant qu'on le fasse? Vous avez un exercice, vous avez une vidéo à tourner, vous avez un plan marketing à mettre en place, vous avez des téléphones à décrocher, vous avez votre business et votre marché à rencontrer. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est quoi l'intention profonde avec laquelle vous faites les choses? Parce que l'intention que vous avez au départ, elle se retrouvera toujours à l'arrivée. La dernière fois, j'ai discuté avec un couple qui était en séparation et quand je posais la question à ma copine, c'est dis-moi, au départ, quelles sont les vraies raisons profondes pour lesquelles tu t'es mis en couple avec lui? Bah parce que je l'aimais. Non, 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 non. S'il te plaît. La raison objective, c'était quoi? Je voulais partir de chez moi. Ok. T'es parti. Ce que je veux dire, c'est que l'intention que vous mettrez au départ, vous la retrouverez toujours à l'arrivée. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a qu'un seul maître mot que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. C'est l'amour. L'amour. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une énergie qui est ici en soi, qui s'appelle l'âme. La façon dont l'âme s'exprime à travers quelque chose de positif, ça s'appelle l'amour. C'est rien d'autre que ça. Et vous savez, quand vous travaillerez sur l'intelligence émotionnelle, vous apprendrez qu'il n'y a pas 36 émotions, il n'y en a que 2. Il y a l'amour et son contraire, la peur. Le reste, c'est que la littérature. Où vous faites les choses avec une intention d'amour dès le départ, et vous verrez que quoi qu'il arrive à l'arrivée, même si le résultat n'est pas celui qui était escompté, vous aurez toujours des bénéfices secondaires énormes. Maintenant, si vous faites les choses dans la peur, vous ferez les choses avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, et au final, vous ne réussirez pas. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Soyez intègre le plus possible. Et dites-vous bien que tout ce que vous vivez dans votre vie dépend exclusivement des représentations mentales qui sont les vôtres, et je vous jure que vous donnerez une qualité de vie différente et une orientation beaucoup plus positive et plus grande à votre vie. Merci beaucoup. Merci.